Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Quand nous téléphonons, quand nous envoyons un email, bref, quand nous communiquons par les moyens modernes, nos données peuvent être captées, décryptées, archivées. Pas toujours, pas tout le temps, et souvent nous ne sommes même pas convaincus que c'est très important si c'est le cas. Pourquoi? Parce que la facilité d'utilisation de ces jouets modernes, le téléphone portable, Internet, les réseaux sociaux, a éclipsé les questions que le citoyen pouvait se poser. Suis-je correctement protégé? Ou encore, qu'est-ce que j'offre en échange quand j'utilise un service gratuit? Le débat aurait pu prendre du temps, mais un individu, Edward Snowden, secoue la planète par ses révélations. Les États s'écoutent, ils captent les conversations des politiques, des hommes d'affaires et aussi des personnes lambda. Les entreprises sont un peu en avance sur ces questions-là. Guerre économique oblige, elles connaissent le coût d'une indiscrétion et celui d'un secret parti à la concurrence. Denis Gadonnet, bonjour. Vous êtes le directeur d'une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est les questions, ce qu'on appelle la cybersécurité, qui s'appelle FireEye. Et la première question que je vous pose, c'est que quand vous avez entendu parler des écoutes de la NSA, est-ce que vous avez été surpris? Non, c'est pas quelque chose de très surprenant. C'est notre métier depuis maintenant 9 ans. Donc la société est créée. On s'est spécialisé dans la lutte contre le cyberespionnage, la cybercriminalité et l'espionnage d'une façon générale des États. Ce qui a changé depuis peu, c'est la communication. On voit beaucoup de communication dans les journaux, ce qui, il y a 2-3 ans, en fait, n'existait pas. Oui, c'est vrai que le sujet n'était pas considéré comme sexy, sauf qu'effectivement, à partir du moment donné où on dit que Angela Merkel, avec son téléphone portable à la main, est écoutée par les Américains, ça le devient. La question fondamentale de ces États qui s'écoutent, des gouvernements qui s'espionnent, ça peut changer la donne? Ça change la donne, en tout cas, c'est à l'influence. Si on reprend l'exemple de fin 2010, où quand la France était à la tête du G20 ou du G8, à la présidence, on a découvert que le ministère des Finances en France avait été écouté. Quelle était l'intelligence derrière, c'est une autre question. Mais ça veut dire que l'intelligence derrière voulait savoir, avant tout le monde, qu'est-ce qui allait en ressortir. Et donc là, on peut imaginer un certain nombre d'anticipations, etc., et de décisions sur le plan mondial, parce qu'on parle du G8 ou du G20. Et exactement la même philosophie, ce qui s'est passé sur le G20 en Russie au mois de septembre, où là, les entités gouvernementales qui étaient présentes se sont fait également écouter. Juste rapidement, Angela Merkel, pareil, l'image et le tollé qui a retenti autour. Un spécialiste comme vous, vous avez réagi comment? Il y a des téléphones qui existent, qui sont sécurisés, qui sont vendus par des très bonnes entreprises françaises. Il paraît que le sien était sécurisé. Je ne sais pas commenter en fait ce genre d'informations. C'est juste paru dans la presse. Après, derrière, il faut creuser, savoir un peu plus. Mais pour l'instant, je ne sais pas vous répondre. Une question toutefois, vous les spécialistes, vous avez alerté à tous les niveaux quand même, hein, je pense au niveau des gouvernements, au niveau des ministères, au niveau des services de renseignement, etc. Vous avez été entendu, on a quand même l'impression qu'il y a un décalage entre les alertes et la réaction des politiques. Complètement. Alors en fait, ça fait partie de la frustration, mais on a des organismes en France qui commencent à bien travailler et communiquer autour de ces cyberattaques, notamment je pense à l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité. Qui a été créée tardivement, en 2009, je crois, de mémoire. Tout à fait, complètement. Et donc il y a des communications qui sortent maintenant qui sont de plus en plus importantes. Il y a des politiques avec des sénateurs en tête qui sortent des livres blancs sur ces problématiques de cybersécurité ou de cyberdéfense, si on parle au niveau d'un État. Et puis dernièrement dans la loi de programmation militaire où il y a un volet spécifique à la cyberdéfense ou à la lutte contre la cybercriminalité et cybersécurité qui est évoqué avec des investissements pour ce qu'on appelle les OIV, donc les organismes d'intérêt vitaux d'un pays, critical infrastructure en anglais, pour justement faire en sorte qu'un État et ses infrastructures critiques se protègent. Alors ça c'est intéressant, on va l'expliquer à nos téléspectateurs. Les OIV c'est très important, ça veut dire qu'on prend en compte le fait que des lieux, par exemple les hôpitaux, des services sont absolument vitaux à une nation et qu'ils peuvent être attaqués, non pas physiquement avec une bombe, mais par un autre biais. Tout à fait. Alors, on l'a vu dans l'histoire en 2008 avec la Géorgie, où la cyberattaque a été les prémices d'une attaque physique, cette fois-ci par la Russie. Et dernièrement, avec la Corée du Nord qui a cyberattaqué la Corée du Sud, où à peu près une centaine d'institutions, donc ces fameuses critical infrastructures, donc on parle de banques, on parle de ministères sensibles également, on parle de tout ce qui est transport d'énergie, transport ferroviaire, transport routier, on parle de distribution d'énergie, d'eau, etc., etc. Donc tout ce qui permet de faire fonctionner un pays peut être complètement paralysé.
Et là, on a été appelé à la rescousse et depuis, on a détecté des choses assez intéressantes. Plus de 25 familles de malware, par exemple, avec simplement 8 expériences qui ont été faites sur ces critical infrastructures en Corée du Sud. Et ce qui permet également de mettre au point et d'analyser en fait ce qui se passe en temps réel dans un pays en conflit finalement, même si le conflit n'est pas terrestre, il est dans le cyberespace. Qui nous attaque? Qui peut attaquer justement des gouvernements? Qui peut attaquer comme ça des choses très sensibles? Évidemment, si on empêche un pays d'avoir de l'eau potable ou si on empêche un pays d'avoir des transports, c'est une véritable attaque. Ce sont des attaques de pays, ce sont des attaques d'individus, de groupes? Elles sont diverses. On parle de cybercriminalité, c'est peut-être à des fins d'extorsion. On parle de cyberespionnage, donc là c'est très clairement d'exfiltrer de l'information sensible. Donc ça peut être des informations sur des employés d'une entreprise, ça peut être des informations sur des brevets. On estime aux États-Unis normalement qu'il y a 225 milliards de dollars ont été exfiltrés l'année dernière. Donc c'est le général Alexander de la NSA qui l'a évoqué. Et 114 milliards qui ont été volatilisés en cybercriminalité, en cyberextorsion. Donc ce sont des montants qui sont énormes. Alors l'estimation a été faite par la NSA et on va la laisser à la NSA. Maintenant, on va retrouver le cyberactivisme également. Donc les voies de cyberattaques sont multiples et variées. Dès qu'il y a un événement sur la planète, on peut estimer où se situe l'événement, on peut estimer que là où se situe un événement, il va se passer des choses. Là, on a parlé à la politique, on a parlé des gouvernements, on a parlé des risques terroristes. Je disais en début qu'en fait, les entreprises avaient un peu d'avance sur les questions de cyber parce que en fait, elles y sont confrontées avec des coûts énormes pour elles. Vous l'avez constaté, vous vous en servez en fait? Malheureusement, pas suffisamment. Il y a cette prise de conscience elles ont déjà investi à peu près sur la planète 20 milliards de dollars en produits de sécurité traditionnels. Et malgré ça, dans la presse tous les jours, on voit des entreprises telles que Google, telles que Yahoo, qui pourraient être susceptibles d'être infiltrées. Donc ça veut dire que les produits traditionnels de sécurité ne suffisent plus. Et c'est la grande frustration en fait de ces grandes entreprises, c'est de dire j'ai déjà investi énormément, ça me coûte beaucoup, et malgré tout ça, j'ai quand même un trou de sécurité. Et c'est là où FireEye est arrivé depuis maintenant 9 ans, où très clairement on est en train de changer le modèle et de se dire il faut réimaginer la sécurité. Et comme vous l'évoquiez, en effet, que je suis un utilisateur personnel, je surfe sur Internet, je ne suis pas forcément sensibilisé à ça. J'ai un antivirus, j'ai l'impression que je suis protégé, mais en fait vous ne l'êtes absolument pas. Et alors il y a une chose aussi qu'il faut bien savoir, c'est que effectivement à partir du moment donné où vous allez sur Google, sur Yahoo, c'est ce que j'appelais la gratuité. On envoie un email, c'est pratique, c'est gratuit, on ne se demande pas ce que l'on donne en échange et avec la possibilité effectivement que les données soient prises, ça touche tout le monde. Donc comment est-ce qu'on sensibilise tout le monde? Comment est-ce qu'aujourd'hui on apprend aux consommateurs à devenir citoyens? Avant tout, ça passe par les canaux qui permettent d'alimenter en fait ces utilisateurs. Donc ça veut dire les opérateurs, très clairement, qui sont le lien d'approvisionnement de l'information. Donc ces opérateurs doivent protéger en fait finalement leurs clients. Et les États doivent protéger leurs infrastructures, leurs OIV. Donc ça, on est vraiment dans cette logique-là. Et tant qu'on n'aura pas ces prises de conscience-là, on va être toujours dans cette situation. Là, on est bien sérieux, mais quand on a envie de parler à nos jeunes, à nos adolescents qui adorent aller sur Facebook, aller sur Twitter et qui vont devenir des jeunes adultes et qui vont ensuite devenir des hommes avec une responsabilité, il faut bien les éveiller, il faut bien leur apprendre. Alors là, c'est une question d'image, plus une question de sécurité. C'est-à-dire qu'on a évoqué en effet les images qui passent sur Facebook, etc. Là, après, c'est de leur responsabilité de contrôler l'image qu'ils veulent donner vis-à-vis du monde. Et en effet, Facebook ou les réseaux sociaux d'une façon générale font que vous êtes tout de suite exposé à la planète. Maintenant, là c'est une question d'image, on n'est plus tout à fait dans la sécurité. En revanche, la sécurité, c'est de bien s'assurer que vous ne sauvegardez pas par exemple vos mots de passe sur votre ordinateur. Il faut les garder en tête quelque part. Parce qu'en règle générale, la première chose que va faire un cybercriminel quand il veut extorquer de l'argent, ça va être de récupérer vos informations, ce qu'on appelle de login et de password, donc vos mots de passe et votre mot de login, pour accéder à votre site bancaire, quand vous accédez à votre site Facebook, etc., pour vous piller toutes vos informations. Alors, puisque vous êtes en train de parler de cybercriminels, la question suivante, c'est, OK, on est en train d'avancer un peu sur la sécurité, c'est votre domaine. À côté de ça, comment fonctionne la justice quand il s'agit d'avoir une preuve virtuelle et quand il s'agit de condamner? Il y a un décalage là quand même. Il y a un décalage. En revanche, il y a une bonne nouvelle, c'est que l'Europe et la communauté européenne et la France sont en train de mettre en place un certain nombre de lois. La CNIL a mis un certain nombre déjà
de choses en place, alors pas tout à fait encore actées, qui devraient obliger ces fameuses OIV à déclarer, s'ils sont au courant, dans les moins de 24 heures, toute exfiltration de données pouvant être relatif également à leurs employés. Et c'est là où la CNIL et l'État s'y emmêlent. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même un décalage entre le fait qu'on utilise tout cela très facilement et puis que la justice et la police, eux, sont un peu en retard? Le travail n'est pas forcément facilité. C'est-à-dire qu'on estime à peu près qu'il y a 184 pays qui sont vecteurs de ces attaques ou qui relaient ces attaques. Donc ça veut dire que s'il suffit qu'un pays qui attaque la France, par exemple, ou une entité en France qui n'ait pas de relation légale avec la France, vous êtes un peu désarmé. Voilà, c'est le futur qu'il faut construire, hein. L'Europe a plein de choses à mettre en place sur ces questions-là. Elles sont passionnantes, mais c'est notre modernité. Denis Gadonnet, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ces questions-là. Bonne suite de programme sur France 24.